mes amis, on se retrouve chez Michel Maffezoli, que vous connaissez par cœur. Je sais que vous l'adorez, plein de commentateurs me disent à quand un débat avec Michel Maffezoli, on adore Michel Maffezoli, etc. etc. Donc il me fait l'amitié de me recevoir chez lui, c'est pas la première fois, j'ai toujours plaisir à venir chez Michel. Michel, comment se passe la sortie de ton livre sur la franc-maçonnerie? Alors, soyons clairs, j'ai publié au mois d'août un livre qui s'intitule Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Nous en avions annoncé la sortie. Voilà, on avait fait un débat au mois d'août là-dessus. C'est un pamphlet un peu polémique, même assez polémique, il y a beaucoup d'échos. Ça fait donc 3 mois, l'éditeur est très content. Il en est à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc tu vas te payer une très belle dinde à Noël. En gros, voilà, il me versait les droits de surcroît, c'est un bon éditeur. Non, il en est à sa 4e édition actuellement, au bout de 3 mois. Il y a beaucoup d'échos, et par contre, bien sûr, le Grand Orient a demandé de ne pas en parler, etc., de la manière inquisitrice qui est celle du Grand Orient. Voilà pour ce livre. Il se trouve que je publie dans quelques jours, le 30 novembre, c'est mercredi prochain, ce qui sera une suite non polémique qui s'intitule La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? Et je montre qu'à l'encontre, je dirais, du Grand Orient, qui est devenu un club politique, syndical, de peu d'intérêt, que les jeunes désertent finalement, qui est devenu un club, ce que j'appelle 50 nuances de gris, à l'encontre de cela, j'essaie de montrer que peut exister une maçonnerie, dans la foulée de mon maître Gilbert Durand, peut exister une maçonnerie fidèle, je dirais, à l'ordre maçonnique, c'est-à-dire où le symbolique et le spirituel peut encore jouer un rôle. Voilà pour ce qui concerne ces 2 livres. Comment s'appellera ce livre qui sort le 30 novembre? Ce livre va s'appeler « La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» Point d'interrogation. On en parlera puisque j'ai eu le privilège de le lire en avant-première. Mais j'évite d'être le franc-maçon de service parce qu'après je me fais engueuler par plein de gens qui m'expliquent que je manipule le monde et que je fais partie d'une secte qui boit. Est-ce qu'on boit le sang des bébés dans les cérémonies maçonniques? Écoute, moi j'ai pas connu cela. À ton grand regret. Ah merde, on va encore se faire des ennemis. Non, mais c'est pas mon genre. Moi j'étais dans un atelier, comme lundi, un groupe qui était au contraire très attentif, et je me suis battu pour cela, aux recherches intellectuelles, spirituelles, mettant l'accent sur, je dirais, quelque chose qui n'est pas purement matérialiste ou économiciste. Voilà. Et je me suis battu pour que ça dure. Quand j'ai vu que ce n'était plus possible, j'ai démissionné. Voilà. Bon, alors, tu as sorti un livre sur la violence. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est un sujet qui constitue pratiquement le fond de commerce de toute actualité. Nous qui ne parlons pas toujours de violence, on reçoit des mails sur pourquoi vous n'avez pas parlé de l'affaire de Crépol, pourquoi vous n'avez pas parlé de tel truc, tel bidule, tel machin. Il y a une injonction à parler de la violence aujourd'hui, une fascination pour la violence. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, Michel? Alors, attention, je viens de publier, c'est une réédition, il faut s'accrocher, d'un livre que j'ai publié en 1978. Nous n'étions pas nés. Moi, j'étais né déjà. C'est toi qui l'as écrit, ce livre? C'est moi qui l'ai écrit. Je succédais à Julien Freund, qui était un de mes maîtres à Strasbourg, et qui avait écrit un livre, qui avait créé, l'Institut de polémologie, c'est-à-dire du conflit, du combat, une lecture. Il n'y avait pas beaucoup de choses en France à l'université. Il avait créé cela, et quand il a pris sa retraite, moi-même j'étais à l'époque ce qui s'appelait maître assistant, c'est-à-dire maître de conférence maintenant, il m'a donné la direction de cet institut de polémologie. Ce livre lui est dédicacé d'ailleurs, et donc c'est un livre où j'essaie de montrer, dans la foulée de ce Julien Freund, eh bien que ce qui nous caractérise en tant qu'animal humain, je dirais, c'est tout simplement le fait que la violence, l'agressivité est constitutive de ce que nous sommes. Voilà, donc pour moi c'est une de mes préoccupations. Alors il y a eu plusieurs éditions, et en effet le CERF vient de faire en poche, avec une grosse préface, une nouvelle édition de cette violence dont le sous-titre est Essai sur la violence banale et fondatrice.
C'est-à-dire que je montre que de fait, banale, elle constitue la vie de tous les jours, elle prend des formes diverses, mais elle est constante, je dirais, dans notre espèce animale. Fondatrice parce que je considère en effet que la violence peut être un élément, enfin anthropologiquement, peut être un élément du lien social. Par rapport à ce que je disais tout au début de cet entretien, une vieille tradition maçonnique rappelle cela, Ordo ab Chaos. Ça veut dire quoi, Ordo ab Chaos? Sujet sur lequel je suis... On va laisser filer la conversation sur le sujet sur lequel je suis souvent agressé ou accusé. Ça veut dire quoi, Ordo ab Chaos? L'expression latine dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a d'ordre qu'à partir d'une régulation du chaos. Le chaos est structurel, fondamental. C'est ce qui constitue, encore une fois, l'espèce humaine. Le fait que, dans le fond, l'autre m'empêche de respirer, si je puis dire. Il me pompe l'air. L'expression latine dit bien ce que ça veut dire. Celui qui me pompe l'air. Le fait que, de toute façon, on occupe des espaces, chacun là, et puis il faut arriver à trouver, justement, nos espaces par rapport à l'autre. C'est ça. On arrive de l'ordre à partir d'un processus qui est toujours de violence, de désordre, de chaos. Et que tout l'art... Excuse-moi, je te coupe, mais parce que les gens ont besoin de bien comprendre. Est-ce que ça signifie que la violence est créatrice? Première question. Et deux, qu'on a besoin de créer du désordre pour changer d'ordre? Pas créer du désordre. Le désordre est là. L'agressivité est là. La violence est là. Voilà, c'est ce que je veux dire tout simplement. C'est un constat, un état de fait, pour le dire simplement. Et tout l'art revient à dire comment on va réguler cela. Comment on va le ritualiser? Moi, c'est mon obsession depuis longtemps. Si je le dis en des termes plus simples, comment je vais homéopathiser cette violence qui est structurelle, qui est une structure anthropologique, si je le dis de manière un peu savante. C'est une structure anthropologique, ce qui constitue l'homme. Il y a aussi cet élément. Soyons clairs, amour des amours. Justement, Julien Freund, s'inspirant d'ailleurs d'un juriste allemand qui a parfois mauvaise réputation, Carl Schmitt, ami, ennemi. Voilà la structure essentielle. Et donc tout l'art va consister à voir comment j'arrive à réguler. J'ai bien dit, à ritualiser, à rendre passable. Quelque chose qui de toute façon est là, ça ne sert à rien de le dénier. Voilà. Puis-je raconter un petit mythe qui m'est cher? Mon petit dieu chéri, qui est Dionysos. Le mythe de la fondation de Thèbes, fondée par Cadmos. Il a deux petits-fils. Un qui s'appelle Penthée, qui est le sage gestionnaire, l'énarque du moment, et Dionysos. Et il cède la cité, Thèbes, à ce sage gestionnaire, ce technocrate du moment. Et le mythe commence par ceci. La ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Tout est réglé, tout est régulé. Il a rationalisé au maximum et cette ville meurt d'ennui. À ce moment-là, les femmes conduites par Agavée, dans le mythe, qui est curieusement la mère de Penthée, vont chercher le second fils de Cadmos, Dionysos, qui est de l'autre côté. Il est en Thessalie actuelle, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Égée, un métèque. Il est ambigu sexuel, c'est-à-dire Dionysos, il est bifronce, comme l'on dit, c'est-à-dire il est le grand gaillard barbu et les fèbres androgynes, il a deux faces. Et puis c'est un dieu chthonien, de cette terre-ci, pas un dieu du ciel, pas un dieu ouranien, autochtone, c'est ça le chtonos, la terre. Les femmes introduisent Dionysos dans la cité, c'est les fameuses bacchanales, les Dionysies. Le sang coule à minima, Penthée est tué et la ville retrouve son âme. Voilà le mythe de Dionysos qui m'est cher. C'est-à-dire, il s'agit de réguler, d'homéopathiser la violence, elle est là. Et il y a, je dirais, la vitalité ressurgit. Et très concrètement, au-delà de ce mythe, on se rend compte que le Moyen-Âge, pour moi, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau Moyen-Âge, en tout cas je l'espère, le Moyen-Âge avait des attitudes comme ça, le duel au premier sang, les combats chevaleresques, les carnavals, les fêtes des fous, là, près de la Sorbonne, où il y avait des processus d'inversion. C'était des mécanismes, en quelque sorte, de régulation de la violence. Voilà ce que je dis, moi, plutôt que de dénier. Qu'est-ce qu'on fait avec?
comment on s'en dépatouille. C'est ça, Ordo et Chaos. Mais alors, pourquoi tu fais une nouvelle édition de ce livre des années 70 ? 18. Oui, mais parce que, on en a déjà parlé dans mes livres L'ère des soulèvements ou Le temps des peurs que j'ai publié ces dernières années, je montrais que d'une certaine manière, ce qui s'était passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, cette psychopandémie que l'on sait, cette hystérie collective venue de cette technostructure dans le fond, eh bien, elle voulait imposer cette hygiénisation de la vie sociale, une pasteurisation, si je puis le dire ainsi, ce que justement dans les années 70, dans ma thèse d'état, j'avais appelé un totalitarisme doux. En gros, je te protège, tu te soumets. Voilà ce qu'est l'hygiénisme. Qui est la logique aristocratique. Pardon. C'est pour ça qu'on a eu une aristocratie. C'était je fais la guerre pour toi, en échange. Mais en même temps, l'aristocratie médiévale, encore une fois, on en reparlera un jour quand j'aurai publié quelque chose là-dessus, il y avait un processus d'interaction. Dans ce qui concerne la technostructure, la bureaucratie céleste, en quelque sorte, ou diabolique, de cette technocratie, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de réversibilité. Dans ma thèse d'état, justement, je faisais une critique du mythe du progrès et de l'idéologie du service public, des énarques en la matière. Et je disais... Tu leur prêtes beaucoup. Idéologie du service public qui ont pris le public à son service. En gros, l'inversion que je faisais subir à l'expression le service public. Non, voilà, il se trouve que c'est dans les dernières années, enfin oui, les 3-4 dernières années, je ne sais plus, qu'il y a eu cette espèce de covidisme excessif, de mon point de vue, et c'est en ce sens qu'il me paraissait que ce livre reparaisse, justement, pour rendre attentif au fait, à ce que j'ai dit, plutôt que de vouloir aseptiser, il faut savoir réguler la violence. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut accepter cette idée. Je suis quand même inspiré par Martin Heidegger. La finitude nous constitue. La mort est là. Donc il ne sert à rien de vouloir dénier la mort, c'est-à-dire la dénégation, c'est ne pas voir ce qui est là, mais au contraire voir comment on arrive à composer avec cette finitude. Voilà, c'est ça mon propos. Et cette réflexion sur la violence est une réflexion sur la finitude, ce qui nous constitue. Alors aujourd'hui, comment tu analyses cette espèce... Alors moi je pense qu'il n'y a pas de violence exacerbée dans nos frontières. À l'extérieur, il y a des guerres, mais dans nos frontières, en revanche, il y a une angoisse de la violence ou une hyper-sensibilité à la violence. On voit le meurtre à Crépol de ce pauvre adolescent, meurtre terrible, et ça fait maintenant 10 jours qu'on en parle non-stop et qu'on présente ça comme un combat de civilisation. Comment tu analyses le phénomène ? Ça c'est un autre problème dont je ne parle pas là-dedans, mais que j'avais amorcé dans mon livre quand même de 88, celui-là, Le temps des tribus. C'est-à-dire que de fait, comment dire cela, nous rentrons dans un autre type de société. D'ailleurs, je m'étais, dans mon livre sur la franc-maçonnerie, j'y avais rendu attentif. On n'est plus dans une république une et indivisible, c'est-à-dire ce qui a été constitutif de ce qui s'est élaboré au XIXe siècle, mais on est en train de rentrer dans une res publica, une chose publique où il va y avoir des tribus, qu'on le veuille ou non, des communautés diverses, et que tout ce que l'on est en train de faire actuellement, c'est un type d'apprentissage entre ces tribus, entre ces communautés de divers ordres. On ne sait pas encore le faire. Et donc il y a des expressions telles que tu viens de le signaler à propos de ce petit village de la Drôme. Bien, il y en aura d'autres, à mon avis, parce que, puis-je le dire encore d'une manière un peu soutenue, vas-y, tu as tous les droits. Je considère que, à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire, il y aurait un linéarisme historique, il y a des époques. J'ai rendu attentif à cela. Époque en grec, ça veut dire parenthèse. Et que donc est en train pour moi de se fermer la parenthèse moderne, du XVIIe siècle à la moitié du siècle précédent, est en train de s'ouvrir une autre époque, que certains, je suis cela, appellent post-moderne, et entre les époques, il y a des périodes crépusculaires, c'est-à-dire périodes où on pressent ce qui est en train de s'achever,
et on balbutie sur ce qui est en train de naître. Et dans ces moments, dans ces périodes qui durent quelques décennies, nous y sommes en quelque sorte, eh bien voilà, on fait dans le sens fort du terme, tiens, encore maçonnique, l'apprentissage. Qui dit apprentissage dit épreuve. Et nous vivons de ces épreuves-là, encore une fois, quelque chose qui est en train de cesser, quelque chose qui est en train de naître. Étant entendu, et là aussi c'est un de mes leitmotifs théoriques, que dans ces périodes-là, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, notre bureaucratie, continue à rester sur les valeurs modernes. Individualisme, rationalisme, progressisme, et ne reconnaît pas ce qui est en gestation, c'est-à-dire le nous, la communauté, l'émotionnel et le présent. Voilà. Donc dans ces périodes intermédiaires, je dis bien, entre deux époques, il y a ce que nous vivons, et nous ne sommes pas à la fin de ces heurts, de ces insurrections, de ces révoltes et de cette violence. Voilà. Ça signifie que selon toi, la violence sera un passage nécessaire pour nos sociétés. Je le pense. Je pense, c'est pour ça que le sous-titre, qui n'a pas été mis d'ailleurs, je le regrette, sous la couverture, le sous-titre c'est violence banale et fondatrice. Tout acte créateur est un acte où le sang coule, l'amour aussi. Il y a du sang qui coule dans l'acte d'amour initial. Hein. Bon, donc c'est une métaphore que j'emploie ici, mais c'est pour dire que oui, il faut accepter cette idée difficile, je le reconnais à dire, et difficile à vivre aussi. Hein, encore une fois, c'est ça la finitude. Ben, c'est que, qu'on le veuille ou non, tout n'est pas béni oui. Puisque j'ai cité encore mes maîtres, hein, Julien Freund montre, il a un terme savant pour dire ça, il dit l'état agonal de la société. Agone, hein, c'est le conflit, hein, c'est la violence. Hein. Et Gilbert Durand, dans son œuvre passionnante, qui est sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, montre qu'il y a un régime nocturne de l'imaginaire. Il y a un régime diurne, hein, c'est ce qui est le rationalisme, c'est ce qui est l'organisation moderne de la société. Il y a aussi un régime nocturne de l'imaginaire. Ben voilà, nous sommes dans un de ces moments où la nuit prend le pas sur le jour. Est-ce que cette nuit, tu penses qu'elle pourrait être très sanglante? Beaucoup de gens ont l'angoisse de la guerre civile, de troubles révolutionnaires sanglants, de la Vendée, de tous ces souvenirs horribles. Est-ce que tu penses que nous pouvons vivre, notamment en France, une ère aussi tragique? Non, mais voilà, c'est un sentiment que je donne. Hein, là-dessus, je ne suis pas prophète, premièrement, je le regrette, et je ne peux pas aller plus avant que ce que je sais de dire ou d'écrire. Non, je n'aime pas les aspects un peu trop violents, de guerre civile ou autre. Non, on fait un apprentissage, hein, soyons clairs, en effet, hein, de la République une et indivisible à la Respublica plurielle. Voilà. Et donc il va y avoir des conflits. Oui, à bien des égards, peut-on dire, et je l'ai ici ou là indiqué, le sang va couler. Mais pas d'une manière paroxystique. Voilà, c'est pas la fameuse guerre civile dont on nous menace ou que l'on analyse ou que l'on dit. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a des guerres ici ou là de par le monde et on le sait. Hein. On en voit actuellement les expressions. Mais pour ce qui nous concerne, on est dans un de ces moments intermédiaires. Voilà, comment ça va se passer? Je considère qu'il va y avoir des soulèvements. Hein, depuis les gilets jaunes jusqu'aux divers petits soulèvements, manifestations ou autres qui se manifestent. Cela va se développer jusqu'à ce qu'une autre élite arrive. Hein, jusqu'à ce que cette technobureaucratie actuellement au pouvoir, hein, si je le dis un peu à la manière de Pareto, circulation des élites. Hein, donc voilà, on est dans un moment où il convient que cette élite déphasée, où on a vis-à-vis d'elle un désamour et un désaccord profond, cède la place à autre chose. Je ne peux pas aller plus avant, c'est pas de mon métier de dire ça. Tu as fait de très beaux textes pour le Courrier, où tu parlais de la canaille mondaine, expression qui n'est pas de toi, mais que tu as reprise et que tu as très bien mise au goût du jour. Dans quel état est la canaille mondaine aujourd'hui? Oh, c'est un problème vaste. Canaille mondaine, je l'ai emprunté à Joseph de Maistre, hein. Soyons clairs. Grand auteur de gauche. Comme l'on sait, mais qui était ce que je suis, un vrai réactionnaire et pas un conservateur. Il le précisait chaque fois, voilà. Réactionnaire dans le sens simple du terme, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur la tradition.
hein, sur ce fondement. Hein. Il disait, peut-être d'une manière fausse d'ailleurs, que le mot ancêtre, ça signifiait ancien et être, qu'il y avait cette espèce de liaison qui pouvait s'établir entre ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes, d'une certaine manière. Et quand il disait canaille mondaine, il voulait rendre attentif, catholique qu'il était, au fait que c'était une canaille, c'est-à-dire des gens désincarnés, mondaines, qui s'intéressaient aux fruits de ce monde-ci. L'économie, le matériel, etc., le pouvoir d'achat et autres, ce seraient de nos jours des expressions de cet ordre. Et c'est en ce sens qu'il parlait de canaille mondaine, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un peu l'esprit plus élevé que ça. Voilà. Et moi, quand je l'ai repris, c'est un peu le même sentiment, appliqué à nos jours, hein, c'est-à-dire, canaille, c'est une manière de parler, c'est-à-dire, dans le fond, des gens qui restent, une élite qui reste désincarnée et qui ne connaît rien au réel. Hein. Prenons un exemple simple. J'aime beaucoup la République de Platon, et montrant que seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. C'est ça le fondement même de la démocratie dans la cité grecque, la cité athénienne. Or on voit bien comment cette élite actuellement est suffisamment, j'ai dit 2 ou 3 fois, désincarnée, dans le sens où ils ne savent pas ce que c'est que gérer la maison, que vivre, s'habiller, manger, c'est ça la culture, dans le sens simple du terme, habiter. Bon, et du coup, et ça c'est une spécificité bien française qui vient de fort loin, c'est la technocratie, mais c'est les missi dominici, c'est les fonctionnaires de Colbert, de Richelieu, de Mazarin, etc. On voit bien cette tradition qui va culminer dans la technobureaucratie française, que ne connaissent rien. Ils sont mondains dans le sens où ils ne s'intéressent, dans le fond, qu'au matérialisme, je dirais, sans le savoir. Ce sont des marxistes sans le savoir, parce qu'ils ne connaissent même pas Marx à bien des égards, mais appliquent justement et ne parlent que, j'ai bien dit il y a un instant, inflation, pouvoir d'achat, etc. En oubliant, dans le fond, reprenons cette belle expression de Charles Péguy, hein, tout commence en mystique et s'achève en politique. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, sinon qu'on pourrait continuer. Quand la politique s'achève, le mystique revient, si je puis dire. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement, hein, le retour du sacré, que cette sacré, spirituel, symbolique, etc., que les jeunes, dont il y a une appétence chez les jeunes générations de cela, et que cette élite ne sait pas, ne veut pas voir. Hein. Bon, et donc, dans le fond, gauche et droite confondues, de ce point de vue. Hein. Moi, je considère qu'il y a cette espèce d'aspect désincarné qui risque de coûter fort cher. Pour moi, c'est parce qu'il y a ça qu'il y a ce que j'ai dit, soulèvement, révolte. Les Gilets jaunes étaient à cet égard un exemple. Oui, une bonne illustration, en quelque sorte, de ce décalage que je viens ici de dire. Comment tu expliques que, du coup, cette canaille mondaine, malgré les soulèvements, malgré les gilets, malgré sa médiocrité, parvient à se maintenir au pouvoir, puisqu'au fond, c'est ce qu'on a appelé le savapétisme à une époque, cette idée que ça va péter, on l'a depuis pas mal d'années, et puis finalement, ça tient. C'est toujours assez long. Hein, soyons clairs. Hein. Moi, je dis soulèvement, je ne dis pas révolution d'ailleurs, hein, parce que la révolution, c'est quelque chose qui vient des partis et des syndicats qui étaient l'avant-gardisme. Hein. Le peuple est un peu bête. Hein. Le peuple, si je le dis d'une manière vulgaire, pue du cul, hein, d'une certaine manière. Ils sont bien lâchés, là. Et donc, il faut leur apporter le bon sens, il faut leur apporter à bien des égards le savoir qu'ils doivent avoir, la conscience. Donc, c'est pas ça dont je parle. Hein. Moi, je suis au contraire partisan de la sagesse populaire. Il se trouve, comment dire cela, que il y a dans les moments intermédiaires de la domination. Bon. Quand il y a domination économique, domination symbolique, les pouvoirs, hein, sous ces diverses modulations. Quand il y a cela, qui est très fort, il y a une attitude rusée du peuple. Hein, cause toujours, tu m'intéresses. C'est-à-dire, apparemment, je suis soumis et je trouve des moyens de duplicité, de ruse. Pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Et on l'a vu dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler concernant le port de la muselière, les gestes barrières et autres confinements. Moi, je voyais, soit ici, soit dans mon petit village de Sévenol, comment il y avait des quantités de ruses qui peuvent être faites à cet égard. Voilà, le premier... Ruse, c'est-à-dire...
de système D. En gros, c'est le système D. J'ai bien dit, cause toujours, tu m'intéresses. On arrive toujours à trouver le biais. En latin, puisque j'aime le latin, biais, c'est le biaxis. Deux axes. Et donc, apparemment, je suis soumis et il n'en reste pas moins que je trouve des manières de ruse. Premièrement, il se trouve aussi que, comment dire cela, ces ruses s'additionnent, se sédimentent. Et moi j'emprunte, j'ai un mot très simple d'ailleurs, qui sera ma vraie réponse, un mot que j'emprunte, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient, un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, spécialiste de la culture, et qui montre que la culture ça marche. C'est ce que j'ai sucé avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. Et puis, tout d'un coup, ça ne marche plus. Et il emploie le mot saturation. Et pour expliquer cette saturation, il prend un exemple très simple, il dit le verre d'eau, je le sale ou je le sucre, je ne me souviens plus, et jusqu'au dernier moment, on ne le voit pas. Et c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. C'est mon hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a une lente sédimentation, c'est les ruses, duplicité, je fais semblant, etc. Et puis à un moment donné, oui, ça pète. À un moment donné, il y a saturation. Alors, quand encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas prophète, mais mon sentiment me fait dire qu'il y a quand même actuellement de multiples indices. Pensons au latin index, ce qui pointe. Il y a quand même toute une série d'indices actuellement qui fait que le pouvoir, sous ses diverses formes, le pouvoir bureaucratique est fragilisé. Voilà, c'est tout. Alors quand je suis incapable de dire quand le verre d'eau sera salé, sera saturé, mais quand même, on a quand même actuellement de nombreux indices qui montrent que ça fait beaucoup. Courrier. J'en profite pour dire que nous nous en veuillez pas si on ne répond pas à tout, parce que beaucoup de gens n'ont plus d'outils d'analyse. Ils se disent je n'ai plus de repères. Souvent je dis cette expression, je n'ai plus de repères. Est-ce que le mouvement conservateur qu'on a vu émerger dans la foulée de la révolution réganienne, qu'on a vu émerger en France dans les années 90, qui aujourd'hui est exprimé par des gens comme Zemmour et autres, est-ce que ce mouvement conservateur est, selon toi, une réponse à cette perte de repères? Tu nous as dit, je suis réactionnaire, je ne suis pas conservateur. Comment tu analyses le conservatisme? Non, moi j'ai dit que j'étais réactionnaire, je maintiens. Je ne dirais pas comme toi que ces mouvements conservateurs prennent le pouvoir en Amsterdam ou en Argentine. Non, c'est le peuple. Ces élites ont peur du peuple et parlent de populisme. Voilà. Donc moi je considère qu'il y a actuellement une réaction, j'ai bien dit réaction, du peuple, qui risque de prendre des formes multiples et de plus en plus importantes. Voilà mon sentiment. Voilà, je dis bien voilà mon sentiment. Voilà. Il se trouve que cela n'est pas ou mal analysé parce que dans le fond les élites s'emploient à ce qu'on ne le sache pas le voir. J'ai bien dit, élite, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Bon, alors faire, on le sait, c'est les politiques, mais dire, ce sont les journalistes, c'est les fameux experts en tout genre qui peuplent les plateaux. Donc toi, moi, j'y vais de temps en temps. J'y vais de temps en temps. On a peur de m'inviter, mais parfois certains m'invitent, en effet. Voilà. Mais je suis même frappé quand j'y vais. Je suis psychologiquement et physiquement fatigué d'entendre la multiplicité de sottises, d'imbécilité qui est dite. Un bacillus, je le répète, ce qui n'a pas les bâtons du bon sens et de la droite raison réunis. Joseph de Maistre. Bon. Alors donc, il y a ça, mais en même temps, soyons clairs quand même, il y a, et moi j'y rends attentif, il y a la multiplicité des réseaux, les forums de discussion, les blogs, les Twitter sous leurs diverses modulations, et qu'on le veuille ou non, il y a maintenant une part non négligeable de l'information qui passe par là. Donc, je rappelle que quand on additionne le Monde, le Figaro et je ne sais plus comment ça s'appelle, Libération, c'est même pas 500 000 lecteurs, tu vois, donc ça veut dire que il y a des informations qui passent ailleurs, et moi je ne lis plus du tout la presse, par contre je suis attentif à tout ce qui se passe sur ces réseaux, donc je suis attentif à cela, tu vois, c'est-à-dire que de mon point de vue, bien sûr qu'il y a un savoir officiel,
qui est transbahuté. Clérical. En gros, c'est le laïcisme, c'est la cléricature, je le dis d'ailleurs dans mes livres sur la franc-maçonnerie, c'est une cléricature qui rejoue une forme d'inquisition, mais soyons clairs, hein, c'est fragile. Je suis en train de lire beaucoup de choses sur la réforme protestante. Il y a un livre d'un oncle de ma femme, justement, sur Luther, qui est le grand classique sur Luther. Voilà. Et tout ce livre, jusqu'en 1520, hein, 1517-1520, c'est les fameuses indulgences. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, où, pour gagner de l'argent, le pape et les divers évêques accordent à celui qui verse une somme non négligeable des indulgences pour acheter des gens qui sont au purgatoire ou pour qu'on aille directement au ciel. Et il se trouve que ce sont ces indulgences qui vont entraîner la réforme protestante, c'est-à-dire une révolte. Voilà, une révolte qui n'est pas négligeable. Mais ça prend du temps. Soyons clairs, hein, et on le voit quand on lit ça, le nombre d'années avant que on n'accepte plus ces fameuses indulgences où il fallait payer. Payer pour réduire son temps de purgatoire. En gros, réduire le temps de purgatoire ou le temps de purgatoire de ceux qui étaient morts, hein, de nos parents, nos amis, etc. Voilà. Et donc, c'était, tu me donnes de l'argent, je te donne des indulgences pour toi ou pour tes affidés. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Hein, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est les indulgences. Je l'ai dit tout à l'heure, je te protège, tout va être calme, etc. Et en même temps, je pense qu'il va y avoir une révolte contre, justement, hein, ce mécanisme des indulgences contemporaines, hein, modernes. Hein, est-ce qu'il y a quel exemple d'indulgence moderne tu peux nous donner aujourd'hui? C'est tout ce qui s'est passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, excusez-moi. C'est cette espèce d'hygiénisation de la société, le fameux risque zéro, qui est dangereux, le risque zéro. Hein, j'ai bien dit, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui nous constitue, c'est la finitude. Il ne sert à rien de dénier la finitude et de voir comment je la ritualise. Quand on dit le fameux risque zéro, c'est essentiellement ce qui va culminer, c'est ça le progressisme, dans le transhumanisme. Hein, moi j'ai eu des amis, des bons amis, qui sont d'ailleurs morts, les pauvres, qui étaient les théoriciens du transhumanisme. On va dépasser la maladie, on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser la mort. Hein, voilà ce qui est en jeu dans cette espèce d'idéologie, encore une fois, du risque zéro. Alors que je maintiens, moi il me paraît au contraire que ce qui est la sagesse humaine, la sagesse populaire, ce qui nous constitue en tant que tel, c'est de reconnaître ce que je viens de dire. Il y a de l'humus dans l'humain. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître l'humus dans l'humain. Hein, si je fais ma chaîne sémantique, hein, la liaison entre des mots qui veulent dire la même chose ou qui renvoient à la même racine. Et donc, il y a une paranoïa. Hein, le paranoïa, c'est celui qui pense par en haut, en grec, hein, paranoïen, hein, qui pense par en haut, celui de la technobureaucratie, et puis il y a cette sagesse qui est une métanoïa, une humilité, qui reconnaît la finitude, qui reconnaît que nous sommes pétris d'humus, et qu'il faut voir comment on arrive à gérer, hein, cet humus qui nous constitue. Bon, merci Michel, et puis j'espère que tu nous feras l'amitié de répondre encore à nos questions, puisque tu as toujours un public qui a plein d'engouement pour ta vision sociologique. À bientôt, j'espère. Avec plaisir, un grand plaisir.